Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon dernier point lecture pour le mois de décembre et du coup mon dernier point lecture de l'année 2020. Et vous allez voir que cette année 2020 a fini avec un enchaînement de très bonnes lectures. Du coup, pour commencer ce point lecture, je vous donnerai mon avis sur Comment j'ai failli ne pas me marier à Noël par Lucie Castel. Ensuite, je vous donnerai mon avis sur La ville sans vent par Éléonore de Villepoix. Puis ce sera au tour de Hôtel Castellana par Ruta Sepetys. Après, je vous donnerai mon avis sur le second tome de La dernière geste, donc L'héritage du rail par Morgan of Glencoe. Côté roman, je terminerai avec ma lecture du livre audio de Rien n'est noir par Claire Berest. Et puis côté graphique, je vous parlerai tout d'abord de Lou Sonata, le premier tome. Et je vous parlerai également de ma lecture du tome 2 de la série de comics Misfit City. Du coup, je vais démarrer tout de suite avec donc Comment j'ai failli ne pas me marier à Noël par Lucie Castel. On est ici sur donc une romance de Noël qui est la suite de la romance de Noël Pas si simple. Pour le coup, Pas si simple n'avait pas un titre et une couverture aussi évocateur, mais c'était aussi une romance de Noël. Pas si simple, j'avais passé un très bon moment avec, j'avais beaucoup aimé les personnages, j'avais trouvé ça très drôle. C'était l'histoire de deux personnages qui se retrouvaient coincés ensemble dans un aéroport à Noël et qui du coup décidaient de le passer ensemble. C'est un titre qui m'avait vraiment bien plu, j'avais trouvé ça très mignon. Donc voilà, du coup quand Lucie Castel m'a envoyé en fait cette suite en version numérique, et bien je me suis dit que ce serait chouette de replonger dans cette histoire, de retrouver ces personnages. Malheureusement, c'est un titre qui m'a un peu moins convaincue que Pas si simple. Pas si simple, c'est un titre que j'ai vraiment dévoré sur une journée. Je crois que j'avais même pas fait de pause. Enfin, vraiment, voilà, je l'avais dévoré, j'avais trouvé ça très sympa. Je trouvais que ça fonctionnait très bien. C'était un petit peu moins le cas avec ce second tome. J'ai trouvé qu'en fait le duo de Scarlett et William fonctionnait toujours bien. L'ambiance de Noël est très chouette. L'Angleterre, puisque ça se passe en Angleterre, les relations familiales, etc. Tout ça, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Après, j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de stéréotypes par rapport aux romances de Noël et que c'était un petit peu trop tout le temps, puisqu'en fait donc, Scarlett et William décident de se marier donc, le jour de Noël, mais ils vont se retrouver confrontés à plein de problèmes. Et j'ai trouvé que voilà, parfois ça en faisait un petit peu trop et que du coup ça perdait son charme à force d'en faire trop. Malgré tout, j'avais passé un bon moment avec, donc voilà, du coup je lui ai mis la note de 15 sur 20, ça n'a pas été une lecture inoubliable, mais j'ai passé un bon moment. Ensuite, on attaque du coup la série de très bonnes lectures, avec tout d'abord La ville sans vent par Éléonore de Villepoix. Donc le premier tome aux éditions Hachette. Le deuxième tome est déjà sorti, c'est la fin de la série et clairement je vais me le procurer très bientôt puisque j'ai très envie de connaître la suite et la fin de cette série. Dans cette histoire, on va suivre l'Astyanax, qui est un jeune mage qui vient de devenir officiellement mage, qui quitte son statut d'apprenti. Sauf qu'au moment où il quitte son statut d'apprenti, son maître est retrouvé décédé, et suite à tout un concours de circonstances, l'Astyanax va se retrouver un petit peu propulsé dans la haute société. En parallèle de ça, il y a une jeune fille qui va tout faire pour entrer à Hyperborée, donc dans la ville fermée, donc murée avec cette espèce de dôme au-dessus d'elle, ce qui explique qu'elle n'a pas de vent. Cette jeune fille qui cherche à entrer, c'est Arca. Arca est beaucoup plus jeune que l'Astyanax et elle décide en fait de rentrer à Hyperborée puisqu'elle cherche à savoir qui est son père. Du coup, elle se rend à Hyperborée dans ce but, elle utilise tout un stratagème pour réussir à entrer et ensuite donc, elle va rencontrer l'Astyanax et elle va mener sa petite enquête en sachant qu'elle-même vient d'un autre endroit. Ce qui va nous apprendre un petit peu des choses aussi sur l'extérieur d'Hyperborée. C'est un titre que j'ai trouvé vraiment très chouette, c'est bien écrit, l'univers est bien construit, les personnages sont très chouettes. C'est un titre dans lequel il n'y a pas ou très peu de romance. Il y a beaucoup de manigances, de jeux de pouvoir, ce genre de choses qui pour ma part me plaisent beaucoup en fantasy, que ce soit de la fantasy jeunesse ou adulte. J'ai trouvé ça assez intéressant puisque finalement j'ai trouvé au fur et à mesure de la lecture on se rend compte qu'il y a pas mal de schémas assez classiques de la fantasy qui sont présents dans ce récit mais qui sont présentés en fait de manière vraiment complètement détournée, ce qui fait que même si c'est des choses classiques, et bien voilà, c'est présenté autrement et on ne les voit pas venir avant le moment vraiment où c'est présent et toute l'histoire ne tourne pas autour de ça, donc vraiment j'ai trouvé ça très chouette, très intéressant.
Je trouve que c'est franchement une très chouette réussite. Je crois que c'est un premier roman en plus de ça, donc voilà, vraiment une réussite. Du coup, j'ai hâte de me plonger dans la seconde partie de ce récit pour en connaître la fin. C'est un titre qui fait partie des présélectionnés du PLIB, enfin des sélectionnés pour le PLIB. Je pense clairement que je vais réfléchir à le mettre dans mes 5. En tout cas, il est bien parti pour s'y retrouver. J'ai hésité à savoir si c'était un coup de cœur ou pas. Finalement, je me suis dit que non. Que j'avais pas ressenti l'étincelle en plus qui fait que c'est un coup de cœur, mais ça a été vraiment une très très belle découverte. Donc voilà, je lui ai mis la note de 18 sur 20 et c'est une lecture que je vous recommande très chaudement. Après ça, je me suis plongée dans Hôtel Castellana par Ruta Sepetys, qui est quand même un beau bébé de presque 600 pages. 550 pages? Ouais, 550 pages. Donc voilà, quand même un beau bébé qui se passe dans l'Espagne de Franco. Et dans cette Espagne de Franco, en fait, on nous explique que voilà, tout le peuple est quand même assez opprimé. Mais Franco décide à nouveau de s'ouvrir petit à petit aux étrangers, aux touristes, et notamment aux touristes américains avec lesquels il est en affaires. Et la plupart de ces touristes américains sont logés du coup à l'hôtel Castellana à Madrid, qui est un hôtel qui a vraiment existé. Alors après, ce qui est raconté à l'intérieur du récit, on va dire que les destins propres des personnages, c'est de la fiction, mais les éléments plus de l'histoire au sens général, eux sont réels. Et donc voilà, du coup à l'hôtel Castellana, on va suivre l'histoire de David, non pas David, Daniel. Daniel a 18 ans, c'est un jeune américain qui vient en Espagne avec son père et sa mère. Son père est un grand magnat qui travaille, je crois, dans le pétrole et qui est en affaire avec le gouvernement espagnol. Et du coup, donc, il séjourne à l'hôtel Castellana pendant quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et durant cette période, il va faire la rencontre de Anna, qui est une jeune espagnole qui travaille à l'hôtel et qui est en charge de leur famille. Il va y avoir une relation, on va dire ça comme ça, qui se noue entre les deux. Et puis Daniel est très passionné par la photographie et va commencer en fait voilà, à photographier pas mal d'éléments de Madrid. Mais il y a pas mal de choses qui sont très cachées, dont on ne veut pas parler. Ça parle de plein de choses hyper intéressantes, ça m'a énormément plu. Toute l'histoire est hyper intéressante, le côté histoire avec un grand H est hyper intéressant, les personnages sont très touchants. J'ai beaucoup aimé les différents portraits, il y a beaucoup de secrets à l'intérieur de ce titre, c'est un récit vraiment qui m'a complètement transportée, que j'ai lu assez rapidement, que j'ai trouvé très prenant. Ruta Sepetys, c'est déjà une autrice que je connaissais, que j'ai déjà lu ses 3 autres romans, donc le très célèbre Ceux qui n'ont pas pu nous prendre, qui parle des réfugiés dans les camps, alors c'est des réfugiés lituaniens si je dis pas de bêtises, dans des camps russes. J'ai lu ensuite Big Easy qui lui se passe à la Nouvelle-Orléans et j'ai également lu Le sel de nos larmes qui parle d'un naufrage qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est 3 romans que j'ai beaucoup aimés, mais Hôtel Castellana pour moi c'est vraiment mon préféré. C'est un titre que j'ai trouvé, vous l'aurez compris, vraiment génial. Il est édité du coup chez Gallimard Jeunesse comme les autres romans de l'autrice, mais franchement il aurait tout à fait pu être édité je pense en adulte. Et pour la version poche, peut-être qu'il sortira aussi en adulte, je trouverais ça vraiment chouette puisque pour ma part c'est un récit qui je trouve peut s'adresser à un large public à partir des grands adolescents puisqu'il y a quand même des thèmes un petit peu sombres dedans, mais qui peut aussi tout à fait plaire à un public plus âgé, donc vraiment une lecture très très réussie que je vous recommande très chaudement et je lui ai mis du coup la note de 19 sur 20, ça a été un joli petit coup de cœur. Ensuite, je suis restée dans du très très bon avec L'héritage du rail, donc par Morgan of Glencoe, donc le second tome de Dans l'ombre de Paris, aux éditions Naos. Et alors ici aussi on est sur un titre très différent dans le thème, mais on est sur un titre qui lui aussi est édité plutôt en maison d'édition ado, puisque Naos c'est la collection ado de Mnemos et des moutons électriques et d'Actu SF. Mais c'est un titre pareil qui peut tout à fait être lu par un public adulte. D'ailleurs ma mère a dévoré le premier tome, faut que je passe ce deuxième, et c'est vraiment un titre excellent. On est sur quelque chose ici de très différent puisqu'on est à cheval on va dire entre de la fantaisie et de l'utopie, non, de la fantaisie et de l'uchronie plutôt, puisqu'en fait donc, ça se passe en France mais c'est une version alternative de la France dans laquelle en fait la technologie n'a pas la même part, donc il y a aussi un gros côté steampunk à cette histoire. Et en gros maintenant il y a 3 puissances principales qui sont comment ils ont appelé ça, Keltia. Keltia c'est tout ce qui est un petit peu des anciennes terres celtes si on veut. Ensuite on a la France et on a le Japon. Et voilà, globalement c'est les 3 grosses puissances de ces dernières années, mais Keltia a été assez
réduite à néant, on va dire, par le reste. En tout cas, est devenue quelque chose de très mal vu. Et notamment parce qu'en Keltia, il n'y a pas que des humains, il y a aussi pas mal d'hybrides ou de créatures humanoïdes, mais par exemple avec des ailes ou ce genre de choses, et qui du coup sont très très mal vues, notamment par la France. Et donc nous on va suivre l'histoire de Yuri, qui est une princesse japonaise qui va se retrouver à devoir venir en France pour accomplir un grand destin, mais qui va décider en fait de changer complètement et qui va se retrouver à arriver dans la communauté qui vit sous Paris, qui est dirigée par un homme qui vient justement, qui est en lien en tout cas avec le peuple keltien. Dans toute cette histoire, Yuri va évoluer, on va découvrir tout l'univers créé par Morgane of Glencoe qui est absolument génial, et on voit cette jeune princesse japonaise assez prude et assez coincée découvrir plein de choses, commencer à se battre avec des armes, etc. et commencer à dire en fait que, voilà, que c'est pas juste réservé aux hommes, qu'elle aussi elle peut y arriver, qu'elle peut prendre son destin en main. C'est un titre dans lequel il y a beaucoup de messages d'acceptation, comme je disais, donc il y a pas mal de créatures différentes qui permettent d'aborder finalement des thèmes de racisme, etc. On a aussi des thèmes qui se réfèrent à la communauté LGBT de manière générale, des personnages LGBT de manière générale. Vraiment, c'est un titre que je trouve très très complet, qui parle aussi beaucoup d'indépendance, de diversité, d'acceptation, enfin vraiment c'est super chouette. C'est hyper prenant, c'est hyper rythmé, il y a un gros côté politique qui est, je trouve, très brillant. Vraiment voilà, je trouve que c'est quelque chose qui a été... Enfin c'est un univers extrêmement développé, je sais pas combien de tomes sont prévus, mais en tout cas pour ma part je sais que je continuerai à lire la suite avec vraiment très très grand plaisir. Le premier tome avait été un coup de cœur cette année déjà. J'avais mis la note de 19 sur 20, mais après coup je lui mettrai la note de 20 sur 20 puisque vraiment c'est une histoire qui m'est beaucoup restée en tête. Et ce second tome était vraiment dans la même lignée, donc je lui ai lui aussi mis la note de 20 sur 20. Et si vous me suivez un peu, vous savez que les 20 sont quand même très rares, très rares chez moi. Donc voilà, vraiment ça a été une magnifique découverte. Si vous n'avez pas encore découvert cette série de Morgane of Glencoe et que vous aimez l'imaginaire de manière générale, et l'imaginaire en plus qui prône de belles valeurs, franchement je vous invite très très chaudement à foncer découvrir cette série. Je pense que vous pourriez apprécier. Et du coup, pour terminer côté roman, j'ai donc lu Rien n'est noir par Claire Berest, qui est donc une biographie de Frida Kahlo. Claire Berest, je l'avais déjà lu dans son titre qu'elle a coécrit avec sa sœur, donc Anne Berest. C'était le titre qui s'appelait Gabrielle et qui parlait de l'histoire de leur grand-mère, si je dis pas de bêtises, arrière-grand-mère peut-être, je crois que c'est leur grand-mère, qui était donc la femme de Francis Picabia et qui était une femme qui a beaucoup baigné dans le domaine de l'art, qui a inspiré beaucoup d'artistes, etc. C'était hyper intéressant, c'était un récit qui parlait beaucoup de l'art à cette époque-là, c'était vraiment très chouette. Et avec ce point de vue de cette femme très féministe avant l'heure et très avant-gardiste qui m'avait vraiment beaucoup plu. Donc voilà, tous ces éléments-là faisaient que j'avais assez envie de découvrir ce roman, qui était donc au départ sorti en grand format, qui maintenant est disponible en poche avec la même couverture que ce livre audio. Et du coup, donc, je l'ai reçu celui-ci de la part de Audiolib, que je remercie du coup pour cette découverte. Je connais assez peu Frida Kahlo, c'est une artiste qui m'intrigue mais que je connaissais assez mal, que j'ai découverte du coup un petit peu plus aussi à travers cette biographie. Malheureusement cette biographie m'a pas du tout autant convaincue que Gabrielle. Gabrielle ça a vraiment été une très belle lecture, c'est pas le cas ici, parce qu'en fait je trouve que la relation de Frida et de Diego Rivera est très 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 présente et que c'est une relation qui est très toxique. Qui est très néfaste pour les deux je pense, même si je trouve que Frida clairement en pâtit beaucoup plus que Diego. Mais voilà, en fait cette relation est très très présente et c'est une relation que je trouve très malsaine et du coup ça m'a empêché d'apprécier vraiment ma lecture. Et après j'ai beaucoup aimé tout ce qui était autour, tout ce qui parle vraiment de Frida en elle-même, tout ce qui parle de sa vie d'artiste, du milieu artistique dans lequel elle baigne, de son rapport à son corps, notamment après l'accident terrible qu'elle a eu. Du rapport à sa peinture, etc., de comment est-ce qu'elle peint, qu'est-ce qui l'inspire, quelles sont les émotions en fait qui transpercent à travers ses toiles. Tout ça j'ai trouvé ça très intéressant, mais vraiment la relation de Diego et Frida prend beaucoup beaucoup de place et comme je vous l'ai dit, voilà, vraiment elle m'a complètement déplu, même si voilà, elle est sûrement racontée telle qu'elle était, mais voilà, vraiment ça m'a gênée pour apprécier cette lecture. Du coup, celui-ci c'est un titre auquel j'ai mis la note de 14 sur 20, ça n'a pas été une lecture formidable, malgré tout il y avait pas mal de points positifs aussi.
Ensuite, je me suis donc plongée dans Lou Sonata, donc le tome 1 par Julien Nil aux éditions Glénat. J'avais hâte de découvrir ces nouvelles arcs narratifs de Lou, puisque Lou c'est vraiment une série avec laquelle j'ai grandi, que j'ai découvert au CDI de mon collège quand j'étais en 6ème je crois. Et à l'époque il n'y avait que 2 tomes de sortie, donc voilà, vraiment c'est une série qui m'a suivie pendant des années et des années et des années, où j'ai continué à acheter les tomes à leur sortie et à les lire, même si ça part un petit peu en cacahuète à partir du tome 6. Mais voilà, en tout cas j'étais curieuse de découvrir du coup cette nouvelle époque dans laquelle on suit Lou alors qu'elle est étudiante et qu'elle aménage dans son premier studio étudiant, qu'elle commence à aller à la fac, etc. C'était chouette, mais... c'était chouette, mais en fait j'ai beaucoup aimé du coup retrouver Lou, retrouver sa famille, retrouver ses amis qu'on aperçoit un petit peu, tout ça j'ai trouvé ça vraiment très chouette et juste pour ça je suis très contente de l'avoir lu. Après en soi c'est un titre qui je trouve n'a pas la même saveur que les autres Lou qui sont quand même assez baignés par la saveur de l'enfance et par un côté très insouciant, et finalement ici on est dans pas mal de choses, pas forcément plus terre à terre, mais on est dans des choses peut-être un peu différente, où Lou s'interroge beaucoup et puis elle sait pas ce qu'elle veut faire, elle se pose beaucoup de questions par rapport à sa vie, par rapport à ses études. En même temps elle a choisi des études qui sont quand même un peu nébuleuses aussi pour quelqu'un qui déjà ne sait pas très bien ce qu'elle veut faire, voilà. Je pense que ça n'arrange pas les choses, et puis ses amis autour c'est pareil en fait, eux aussi ils se posent des questions, etc. Et du coup j'ai trouvé que c'était un petit peu trop tout le monde dans cet esprit là très, très empli de doutes, même si c'est quelque chose qui correspond je pense assez bien au début des études, etc. Et que je comprends que ce soit des thématiques, mais c'est vrai que le fait que ce soit le cas pour tous les personnages qu'on suit, enfin pour Lou et puis pour tous les autres personnages qu'on croise, bah finalement c'est un peu lourd je trouve. Donc voilà, je trouve que du coup ça a un peu perdu de sa saveur. Malgré tout je suis quand même assez curieuse de voir la suite. Je sais pas si les autres seront des priorités d'achat comme c'était le cas pour celui-ci sur lequel je me suis un peu jetée dès sa sortie, mais je pense quand même que, voilà, que je continuerai à découvrir la suite parce que ça reste Lou, et même si je trouve ça pas aussi bien, pas aussi chouette que le reste, j'ai quand même passé un bon moment avec. Et du coup pour terminer, j'ai donc lu Misfit City, le tome 2 aux éditions Kinaï. Donc c'est une série de comics par Smith, Lustgarten, Franchise et Peer, et c'est une série qui est terminée en 2 tomes. Les 2 tomes sont sortis cette année, enfin l'année dernière en 2020. Misfit City en fait c'est l'histoire d'une petite ville dans laquelle il n'y a rien, d'une petite ville assez paumée dans laquelle les adolescents s'emmerdent. La seule chose qu'il y a c'est qu'il y a pas mal d'années de ça, il y a un film très célèbre qui a été tourné dans la ville, et du coup bah, en fait la ville vit un peu sur le tourisme par rapport à ça, puisqu'il y a toujours des fans qui viennent, qui font le tour de toutes les choses qu'on voit dans le film, etc. Et finalement c'est un peu grâce à ça que la ville survit. Mais clairement, voilà, c'est un film un peu ancien, c'est pas un chef-d'œuvre. Voilà, donc les jeunes, le groupe qu'on suit, bah, ils en ont un peu rien à foutre de ce film et ils trouvent juste qu'on se fait un peu chier chez eux. Mais ils vont, en fait, ce groupe-là va tomber sur une carte au trésor, et cette carte au trésor apparemment donc, les amène vraiment sur un gros trésor d'une pirate qui était dans le coin. Et du coup, elles vont se lancer à la recherche de ce trésor. J'avais bien aimé justement ce côté mystérieux, et puis il y a une ambiance quand même assez rétro qui est assez chouette, avec une colorisation un peu spéciale, un trait de dessin aussi que j'aime bien, et tout ça je trouve que c'est toujours le cas. Par contre, comme avec le premier tome, les personnages je trouve qu'ils se confondent un peu les uns avec les autres. J'avais du mal à vraiment me souvenir du background de chacune, mais je crois qu'en fait déjà dans le premier tome, alors qu'on nous les présentait, déjà j'avais un peu de mal à les dissocier, à différencier ces personnages, puisqu'en fait je crois qu'on a un groupe de 4 ou 5 filles, et puis il y a le frère d'une, et d'autres personnages autour, enfin quand même un peu de monde, et je trouvais pourtant sur le physique ils se différencient bien, hein, mais je sais pas, j'arrivais pas à mettre chaque histoire sur chaque personnage. Donc voilà, finalement mon avis est un petit peu le même qu'avec le premier tome. Je trouve ça sympa, mais ça m'a pas plus emballé que ça. Mais je trouve ça sympa et les dessins sont quand même très jolis et les couleurs aussi, donc voilà. Du coup celui-ci je lui ai mis également la note de 15/20. Sur ce, j'ai donc fini avec ce point lecture. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir certains de ces titres, notamment eh bien, mes 3 très belles découvertes de cette fin d'année. Et puis donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!